Aizamal est kazakh et étudie à l'American School de Paris, of Paris, on va dire ça comme ça. Et Adam Baïs, s'il vous plaît, rejoignez-moi. Adam est... Ah, vous pouvez l'applaudir, vous pouvez les applaudir. Adam est le super chef du livre blanc, encore une fois cette année, de la Global Conférence, qui vous sera proposé dans les semaines à venir, rédigé par des étudiants que nous remercions. J'en profite pour un peu, évidemment, vous dire combien il est important de pouvoir recueillir, synthétiser tout ce qui a pu se dire de façon assez fidèle lors de ces 2 journées. Le principe va être très simple. Alors, le principe va être très simple. Sur le temps du choix, j'interrogerai Lionel Zinzou sur 3 points. Le choix politique, et ce sera Adam qui, on a travaillé tous les 3, qui posera ces questions et recueillera le propos et l'avis de Lionel. Sur un choix plus économique et social, à Aizamal. Et j'aborderai, pour finir, le choix de l'Afrique, puisque vous le savez, Lionel Zinzou, qui se qualifie très souvent d'afro-optimiste, a beaucoup justement de perspectives et de réflexions passionnantes sur ce continent. Alors, je vais vous parler un peu de PAI Partners, dont Lionel Zinzou est le président. PAI Partners, c'est 17 sociétés. C'est 20 milliards d'euros de capitalisation, sont des participations donc diverses et variées. PAI Partners, c'est Paribas Affaires Industrielles. C'est le premier fonds d'investissement français, le 3e fonds d'investissement européen. C'est un fonds d'investissement qui, quand on considère les participations dans ces 17 sociétés, comme je vous le disais, emploie plus de 180 000 personnes, principalement en Europe, pas encore, de façon non pas paradoxale, mais peut-être surprenante, pas encore sur le continent africain. Mais je sais que Lionel, et peut-être nous l'annoncera-t-il, a quelques perspectives d'investissement sur ce pays. Au-delà de l'investissement financier, c'est un homme qui se consacre énormément, qui consacre énormément de son temps, de son cœur à l'Afrique, aux Africains. Nous avons eu le plaisir de recevoir sa fille, Marie-Cécile, qui intervenait hier lors du focus sur l'éducation. Peut-être que Marie-Cécile est parmi nous déjà, ou non. Et Marie-Cécile gère la Fondation Zinzou, qui est donc ce musée au Bénin. Vous dire encore que Lionel Zinzou a été nommé par le président de la République, François Hollande, très récemment, comme le porteur et bien sûr l'ambassadeur de la France sur le continent africain. Il est à la tête aujourd'hui de la Fondation pour l'Afrique. Il vous en parlera, bien évidemment. Lionel. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet parce que j'ai tout raconté de votre vie, ou presque. En tous les cas, ce que j'en savais, je pense que je n'ai pas dit que la vérité, donc vous ne m'en voudrez pas trop. Non, j'ai parlé de PAI, j'ai parlé de vous, bien sûr, j'ai parlé de votre engagement pour ces Africains qui vous sont chers. J'ai parlé de la qualification que vous employez très souvent pour votre engagement, pour votre passion qui vous anime, qui est cet afro-optimiste. Et puis, je vais quand même livrer une anecdote qui me vient d'un confrère marocain. Il y a quelque temps, j'ai eu le plaisir, parce que vous allez voir, c'est un bonheur. C'est un bonheur d'être à l'écoute de M. Lionel Zinzou. Et vous pourrez bien évidemment poser toutes les questions que vous voudrez tout à l'heure. Et un de mes confrères marocains, parce que je vous rappelle que Georges et moi sommes quand même à la base, et nous sommes et nous resterons toujours des journalistes, un de mes confrères marocains, il y a juste 1 mois et demi à Rabat, disait que au-delà d'avoir cette chance de cette proximité sur une tribune et une estrade, de côtoyer Lionel, il avait rêvé, il avait fait un rêve, alors un petit peu comme l'œuvre de notre artiste Patrice Zana, I Have a Drum, juste en bas, ça ne nous a pas échappé. Donc il avait fait un rêve. Il avait vu des petits Zinzou partout. Il avait envie de cloner Lionel Zinzou afin de justement diffuser encore plus de sérénité, de sagesse
et d'intelligence sur le continent africain. Je voulais vous livrer cette anecdote parce que je la trouvais vraiment très belle. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Notre thématique, comme vous le savez, Lionel, c'est le temps du choix. On va vous proposer différents temps à la fois de respiration et de parole. À votre droite, Aïssa Mal est une étudiante de l'École américaine de Paris. Elle est kazakh. Aïssa Mal va vous interroger deux questions sur plus un plan économique, donc sur le choix économique, le choix social. Adam est à l'École polytechnique de Paris. Va vous interroger quant à lui sur le temps du choix politique. Et j'en terminerai, avant de donner la parole à la salle, j'en terminerai sur ce choix de l'Afrique. Et aujourd'hui, justement, quels sont les choix majeurs que l'Afrique doit faire selon vous? Alors, Aïssa Mal, si vous voulez bien, nous allons commencer. À moins que Lionel, vous ayez une petite, ou une communication, pas forcément dire, à faire à la salle. Oui, j'ai une brève introduction qui consiste à vous dire bonjour, à vous remercier de m'avoir invité, à dire mon plaisir d'être dans cette réunion que je trouve assez unique entre tous les gens qui ont le souci de l'environnement et tous ceux qui ont le souci de l'entreprise. Et aussi, au fond, vous remercier que cette réunion soit tellement internationale et depuis le début très tournée vers l'Afrique. Vous dire aussi mes excuses puisque mon voyage a été un tout petit peu compliqué. Et enfin, vous dire que je suis content d'être là parce que je dirige une société financière et je suis un citoyen français. Et je suis par ailleurs un citoyen du Bénin, un petit peu à l'autre extrême en matière de richesse, mais pas en matière de potentiel. Et je trouve que c'est une expérience humaine intéressante d'appartenir à deux mondes qui, évidemment, interagissent beaucoup entre eux, et que c'est souvent la même problématique. C'est-à-dire je vois pas vraiment de différence entre les devoirs que l'on a vis-à-vis de la société ou de l'environnement quand on est un chef d'entreprise en France et ceux qu'on a quand on est un citoyen au Bénin. Je trouve que, en réalité, l'unité des problèmes de la planète est telle qu'elle permet de reconstituer l'unité de gens qui sont comme moi un petit peu éclatés entre deux cultures. Mais je ne m'en aperçois jamais aussi bien que quand je suis avec vous. À la séance d'ouverture de cette conférence, M. Bailly, le PDG de la Poste, il a dit préférer le concept de développement responsable au concept de développement durable. Comment distinguez-vous ces deux concepts? C'est amusant puisque je cherchais comment on traduit en anglais les deux. On ne dit pas tellement durable en anglais d'ailleurs, on dit soutenable, c'est encore un troisième concept. Écoutez, la durée, ça suppose la responsabilité. Donc je ne suis pas sûr de voir en dehors de la sémantique une très grande différence dans l'action quotidienne entre agir de façon durable, qui suppose d'être responsable dans le présent pour être sûr que tout dure longtemps, et être dans le durable. Je ne vois pas comment on pourrait être irresponsablement dans le développement durable. Vous voyez, donc j'ai beaucoup de respect pour le président Bailly, donc je suis prudent, mais je crois que s'il y a une différence sémantique, il n'y a pas de différence dans l'action. Prenez les problèmes de gouvernance africains. Il y a une chose qui est tout à fait frappante dans les problèmes de gouvernance africains, c'est qu'il faut toujours les inscrire dans la durée d'une génération. Si on veut résoudre les uns après les autres les problèmes du sous-développement, il faut les inscrire dans la durée. Et dans la durée, si on ne fait pas les choix responsables aujourd'hui, on va aggraver les problèmes au lieu de les résoudre. Et si vous voulez, si on n'est pas responsable ici et maintenant, que se passe-t-il dans une génération? Vous voyez, dans une génération, il y aura 2 milliards d'Africains. Dans une génération, dans un pays aussi petit que le nôtre, le Bénin, il y aura 20 millions d'habitants. Alors, ce ne sont que des chiffres,
Mais si vous expliquiez à des gouvernants français que, ici et maintenant, avec les ressources de la France, ils vont préparer un pays qui, pour leurs enfants, dans une génération, aura 130 millions d'habitants, ils ne feraient pas les mêmes politiques, ils ne feraient pas les mêmes infrastructures, ils ne développeraient pas le système de santé et d'éducation de la même façon. En Afrique, c'est un des problèmes qui se posent pour gouverner l'Afrique, c'est que dans la durée, il va y avoir des changements sans commune mesure avec les autres continents. Deuxième exemple, imaginez qu'on ait tous autant de voitures et qu'elles soient toutes avec des moteurs classiques à explosion, tous autant en Afrique qu'il y en a aujourd'hui en Europe ou même en Chine. Première fois où je suis allé en Chine, comme je suis très vieux, ça doit faire 30 ans, il y avait 2 millions de voitures vendues par an. Aujourd'hui, il y en a 18 millions. En Afrique, il y a 2 millions de voitures vendues par an aujourd'hui. S'il y en a 18 millions et qu'elles sont les mêmes, mais on tue la planète. Aujourd'hui, il faut nourrir mal 1 milliard d'habitants. Si on fait la même agriculture que celle qui peut nous servir de modèle aujourd'hui, dans une génération, on sera 2 milliards, mais il n'y aura plus de ressources sur la planète en eau, il y aura des émissions carbone gigantesques, etc. Donc, on est dans une situation où, parce qu'on est forcément inscrit dans une durée qui est une durée, c'est comme dans votre pays, le Kazakhstan, si vous voulez, nous appartenons à des pays qui n'ont plus la même expérience que les pays développés. Les pays développés sont devenus, ce qui est normal, des pays de croissance lente, on est des pays de croissance rapide. La durée pour nous, c'est une transformation extrêmement radicale. Mais si elle n'est pas responsable, si on fait l'élevage comme les Européens, l'automobile et la production énergétique à base de charbon comme les Chinois, si on prend les paradigmes d'aujourd'hui, la planète ne survivra pas à notre propre redressement, à notre propre épanouissement. Et ça vous oblige à être responsable maintenant. Donc je me sors de votre question en disant qu'il faut être responsable aujourd'hui si on veut être durable jusqu'à demain. Votre seconde question, Aizaman. La deuxième question, il y a de nombreux projets citoyens de type associatif et collaboratif qui s'engagent dans la voie du développement durable. Et comment le secteur privé, les entreprises peuvent être complètement le tremplin à ces initiatives? Si votre question c'est comment, il va falloir qu'elle change. Voilà, c'est un élément de réponse. Comment les entreprises et le secteur privé peuvent-ils être, au fond, partenaires d'un développement soutenable en changeant de comportement, par exemple? Bon, alors, ça dépend énormément des univers de référence. Là encore, si on prend la situation africaine, d'abord, énormément d'entreprises sont informelles. Il va falloir inventer quelque chose entre les entreprises informelles et les entreprises du secteur formel. Parce que quand vous êtes informel, ça veut dire que vous ne payez pas d'impôts, vous ne payez pas de charges, vous n'avez pas de comptabilité, c'est une chose. Et vous n'ouvrez pas non plus de droits sociaux à vos travailleurs, parce qu'au fond, ils n'existent pas, ces travailleurs. Alors le petit problème, c'est qu'en Afrique subsaharienne, c'est 85% de l'emploi. Le deuxième problème, c'est que sur l'Afrique tout entière, des salariés du secteur formel, donc on y inclut et l'Afrique du Sud et tout le nord de l'Afrique, ça n'est quand même que 100 millions de salariés pour 1 milliard d'habitants. Donc on a un petit problème avec des entreprises qui sont la réalité des entreprises, sont des toutes petites entreprises, des entreprises modestes, qui sont des petites exploitations agricoles et autres, mais qui ne sont pas inscrites dans les efforts collectifs et les solidarités collectives de façon très classique. Et donc il faut inventer des moyens sans les harceler fiscalement, sans les faire fermer leurs portes en leur créant des surcoûts, de les installer petit à petit en situation
de contribuer aussi à la solidarité qui est nécessaire. À l'autre bout du spectre, vous avez un très grand nombre d'entreprises étrangères, qui sont des grandes entreprises, et que nous devons petit à petit rendre citoyennes dans des pays d'où elles ne sont pas. Alors, la France, par exemple, les entreprises françaises essayent d'en faire un atout. On fait maintenant un atout pour les entreprises françaises du fait qu'elles ont développé des traditions de responsabilité sociale et environnementale, qu'elles respectent des normes et que, à la différence d'autres grandes entreprises étrangères, et en général on pointe du doigt les entreprises chinoises, elles peuvent, ces entreprises françaises, apporter quelque chose de citoyen dans ces économies. Et j'espère que c'est vrai. D'ailleurs, je pense que c'est de plus en plus vrai. Vous savez qu'on a quand même quelques petits problèmes avec les grandes entreprises d'industrie extractive. Enfin, il y a quelques secteurs qui posent à la fois des problèmes environnementaux et des problèmes sociaux. Je pense que là aussi, il faut changer. Je pense que c'est une réalité qui va évoluer dans le temps. J'espère qu'il est vrai que les entreprises européennes en Afrique, mais qui possèdent l'Afrique, ne vous y trompez pas, le stock de capital productif en Afrique, il n'est pas en main africaine, il n'est pas non plus en main chinoise, il est en main européenne. Donc j'espère que c'est vrai. Alors il y a de nombreux exemples, y compris les sponsors des Ateliers de la Terre, pour se rassurer. Je ne suis pas sûr encore que ce soit tout à fait le cas. Et donc il faut qu'il s'exerce une espèce de pression des opinions, une pression des actionnaires pour que ces choses deviennent vraies. Mais en Afrique, l'opinion publique est une idée neuve. Il faut bien voir d'où partent les entreprises secteur privé. Quand elles sont étrangères, elles sont souvent d'histoire coloniale. Dans les temps coloniaux, il y avait les citoyens et les indigènes. Il n'y avait absolument pas d'égalité, même dans l'identité juridique. Ces entreprises, parfois, elles ont vécu tout ce passé. Elles ont vécu le temps des concessions, des monopoles, des rentes. Et donc, pour être actives pour le développement, il faut qu'elles se débarrassent des rentes, qu'elles se débarrassent des monopoles, des concessions, du pouvoir qu'elles exercent sur l'État. Alors, c'est quelque chose qui se fait graduellement. Donc, je pense que si les opinions publiques et au fond, les pays démocratiques induisent les entreprises à faire dans la société des actes différents. Mais combien y a-t-il de pays démocratiques en Afrique ? Il y a des classements pour ça. Il y a des ONG qui s'occupent de ça. Plus il y aura de démocratie, plus il y aura de pression de l'opinion, plus les comportements privés seront les bons. Et puis il y a les entreprises qui commencent à devenir assez grandes et qui sont citoyennes et qui sont africaines. Et c'est important aussi qu'elles comprennent que les États étant faibles, elles doivent être d'autant plus fortes pour certaines tâches d'intérêt général. Vous savez, nous, comme famille, on a créé une fondation parce qu'on pense que la société civile doit faire ce que l'État ne peut pas faire. Un macroéconomiste dirait que au lieu de prélever, comme en France, 56% du PIB sous forme d'impôts et de charges, la moyenne en Afrique de ce que les États prélèvent en impôts et transferts et charges sociales, c'est 18% du PIB. Il y a entre les deux un point d'équilibre, mais à 18%, on n'assure pas l'éducation, la santé, les infrastructures, les fonctions régaliennes. Ça n'est pas vrai. Les États africains ne peuvent pas tout faire. Et les entreprises, s'il y a moins de charges et de prélèvements, ont donc plus de liberté et plus de marge. Une chose qui est ignorée souvent, qui vient d'être rappelée par les Nations Unies, par la CNUSED, c'est que l'Afrique est le continent où le rendement du capital est le plus élevé. C'est le continent le plus profitable, ce qui n'est pas intuitif. Mais c'est assez logique, puisqu'on prélève sur la richesse privée entre 2 et 3 fois moins que ce que prélèvent les États développés. Ce surcroît de marge, il doit être employé à l'intérêt général. Ça commence à apparaître dans la conscience de certains entrepreneurs. Il vaut mieux l'encourager pour demain.
Pour rebondir sur la question d'Aïsamal, dans les 17 entreprises européennes dans lesquelles vous avez, Lionel, des participations, pouvez-vous nous donner un ou deux exemples justement de cette volonté d'action qui justement font que les choses changent au cœur même de l'entreprise, même si ce sont des participations minoritaires bien sûr, mais il y a forcément, quelle est votre marge de liberté ? Alors donc, effectivement, notre métier, c'est d'acquérir des entreprises, les développer et de les recéder. Et donc, pendant 5-6 ans en moyenne, on partage leur destin et on est leur actionnaire principal. C'est ça notre métier. Et elles ont des traditions sociales différentes. Et l'idée est de faire que celles qui ont fait le plus d'expérience, qui sont les plus avancées en matière de responsabilité sociale, aident les autres à se mettre à niveau. Pour ça, un des responsables des pays, Blaise, qui est dans cette salle, un petit peu plus loin, a créé un club des responsables du développement durable de chacune de ces entreprises. Et c'est assez compliqué parce qu'il y en a qui ont 300 salariés et il y en a qui en ont 80 000. Donc évidemment, elles ont des expériences tout à fait différentes et pourtant, il y a beaucoup de choses à échanger. Alors, 2-3 exemples. Nous essayons partout où nous le pouvons de mettre en place des mécanismes par lesquels les salariés, ça c'est sous l'angle responsabilité sociale, seront associés à ce que nous sommes, nous, en train de faire comme actionnaires, c'est-à-dire d'essayer de créer le plus de valeur possible. Donc prenez Kiloutou, qui est une entreprise que nous possédons. Les salariés sont pratiquement tous associés aux résultats de ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire si dans 5 ans, nous cédons Kiloutou a déjà à peu près doublé de taille en 2 ans, parce que nous faisons le plus possible d'acquisition. Nous le céderons avec une plus-value. Il y a un mécanisme qui intéresse les salariés aux plus-values que nous réalisons. Dans le cas de SPI, que nous avons détenu jusqu'en 2011, ça a permis aux salariés et aux managers de contrôler 27% du capital à la sortie quand nous avons revendu. Deuxième type d'exemple, Atos, qui est ici représenté, qui est une des sociétés qui vous soutient, a développé un produit qui est assez unique. La société a zéro email, c'est-à-dire au fond des modes de communication qui sont plus protecteurs de l'environnement et d'ailleurs rendent plus facile les communications entre les personnes en utilisant beaucoup plus la voix. Mais derrière, ce que ne voient pas les gens qui font des emails professionnels en très grand nombre et les partagent avec la terre entière en envoyant des dossiers attachés très nombreux, ce qu'ils ne voient pas, c'est que ça veut dire des usines numériques gigantesques, des serveurs, des fermes de serveurs à consommation d'énergie extrêmement élevée. Et donc, il y a de nombreuses façons de réduire les coûts induits, mais inaperçus, de ce genre de pratiques. Et donc, quand on dit zéro email, ça ne veut pas dire qu'on ne va plus communiquer, mais ça veut dire qu'on va le faire autrement, avec des disciplines particulières, et qu'on aura, du coup, en termes d'énergie, des résultats bien meilleurs. Bon, on pourrait vous parler de l'industrie agroalimentaire, de ce qu'on essaye de faire dans l'industrie agroalimentaire, mais je vais vous parler d'un 4e point. Toute entreprise qui fait fabriquer dans le portefeuille de nos sociétés en Asie, et vous savez, on possède des sociétés de textiles, des sociétés de magasins textiles comme Cortefiel, Women's Secret, etc., et leurs équivalents en Europe du Nord. Depuis bien avant le scandale au Bangladesh de l'effondrement de l'usine, on a mis en place, parce qu'on avait été instruit d'expérience quand on possédait la halo vêtements, la halo chaussures, on a mis en place des chartes qui s'appliquent obligatoirement dès qu'on entre chez nous en ce qui concerne le contrôle par les dirigeants de la façon dont on produit en Asie et sur les questions de travail illégal, informel, de travail des enfants, qui sont des risques très importants des échanges internationaux, s'applique immédiatement
une charte de l'entreprise. Bon, si vous voulez, ce sont des mesures qu'on essaye de systématiser, mais qui sont plutôt un état d'esprit d'une certaine manière, et c'est pour ça qu'on essaye de faire raisonner des dirigeants ensemble. Les uns dirigent des dizaines de milliers de personnes, les autres sont des chefs de PME, les uns sont français, les autres scandinaves, ils ont des transitions complètement différentes, parce qu'on a des salariés dans 50 pays, et c'est de leur échange, en fait, que nous escomptons que petit à petit se crée une culture de la responsabilité. Merci. Alors voici venu le temps du choix politique, Lionel. Oui, bonjour. 3 questions autour du temps du choix politique. Donc la première, la transition écologique apparaît à la fois comme une nécessité et une urgence. Or, dans nos démocraties, il faut, ou du moins il convient, de débattre de tout, de ce qui est faisable, de ce qui est raisonnable, de ce qui est acceptable. Comment, dans ce contexte, les décideurs politiques peuvent-ils prendre des décisions à la fois audacieuses et immédiates, tout en respectant l'inertie incertaine du consensus démocratique ? Alors, on va essayer de ne pas rentrer dans un débat franco-français trop précis, de donner la dimension la plus générale à votre question. Vous avez dit dans toutes les démocraties. Je crois quand même que ce qui est très important, c'est quand même l'esprit public. Et c'est là qu'on rejoint l'associatif dont on parlait tout à l'heure, et les entreprises et les organisations de salariés. Échappons-nous un instant du pouvoir politique et parlons de l'esprit public. Il faut aussi que les citoyens soient en demande de transition écologique, ce qui suppose de l'éducation. Moi, je pense qu'il faut travailler sur les programmes d'enseignement très tôt. Il faut développer des habitudes sur l'économie d'énergie, sur l'économie des matières premières, sur l'éradication des pertes en matière agricole, etc. Mais au fond, moi, dans mon éducation, je n'ai jamais rien eu de pareil. En sciences naturelles, je ne me rappelle pas d'avoir jamais eu une éducation un peu structurée à l'écologie scientifique. Donc je pense qu'il y a à produire l'esprit public. Ensuite, la démocratie, c'est le débat, et comme on le voit tous les jours, et comme le disait Montesquieu, c'est la vertu. Vous savez que c'est la vertu, le principal ressort de la démocratie. Bon, les partis politiques sont-ils vertueux, spontanément vertueux ? Il y a un petit problème, c'est que la transition écologique, c'est vraiment de la durée, et que l'horizon politique, parfois, il est assez court. Il faut atteindre les municipales, puis tenir jusqu'aux européennes, arriver à survivre jusqu'aux régionales, si on va avoir une chance d'atteindre une présidentielle. Vous voyez, c'est des calendriers extrêmement courts. Bon, moi, je crois que les vertus de l'alternance et l'immense avantage d'avoir perdu toute sa popularité en année 1, pour faire une allusion à la France, puisque le président de la République actuelle et son prédécesseur avaient perdu leur popularité avant la fin de la première année, c'est qu'à ce moment-là, vous ne pouvez plus rien faire d'autre. Et d'ailleurs, François Hollande est assez drôle quand il parle de ça. Au point où on en est, on ne peut plus rien faire d'autre que d'être responsable. Donc, un des grands avantages de l'alternance, et c'est pour ça que la démocratie est supérieure à tout autre, c'est quand même le contrôle citoyen, et qu'il y a un moment où, même s'il y a une dictature du court terme, il y a un moment où on peut prendre la mesure du besoin de faire des transitions écologiques. Mais on a un petit problème qui, lui, n'est pas lié au temps, qui n'est pas lié à la faiblesse du politique, qui est que, traditionnellement, la droite et la gauche en Europe sont quand même, au fond, assez peu naturellement écologiques, parce que la gauche est productiviste. La gauche veut le plus d'emplois, la croissance la plus élevée pour en redistribuer le plus possible, et donc elle est productiviste. Si vous prenez le nucléaire en France, il est consensuel. Il a été conçu à droite, continué à gauche, amplifié à droite et magnifié à gauche. Donc, le problème, à mon avis, là,
est plutôt une éducation sur des paradigmes économiques différents, mais de la droite comme de la gauche. Et en Europe, on est obligé de constater que les Verts, et je dis ça avec émotion et en espérant que Gabriel Cohn-Bendit ne m'entend pas au fond de la salle, mais les Verts ne sont pas forcément encore parvenus à, au fond, constituer un groupe suffisant pour peser dans les alliances. Là où ils pèsent dans les alliances, il y a des résultats différents. Alors, on voit bien, ça dépend des hommes. C'est pour ça que c'est tellement important l'engagement associatif. Moi, je crois, c'est pour ça qu'on a créé une fondation au Bénin. Il faut s'engager. Il faut s'engager parce que le politique ne pourra pas tout. Quand il ne pourra pas y avoir de coalition sans les Verts, et vous observez qu'en Allemagne, il n'y a pas de coalition avec les Verts. Quand il n'y aura pas l'obligation de faire des coalitions avec les Verts, franchement, traduire politiquement la transition écologique, les mesures d'urgence qu'il faut, ça sera quand même un peu difficile. Maintenant, je vous donne quand même un exemple un peu positif. Nous avons eu un ministre, je ne sais pas si tout le monde a retenu son nom, mais il était ministre jusqu'à il y a 40 jours, qui est M. Pascal Canfin, qui précisément était issu des rangs des écologistes. Il a quand même changé la doctrine d'aide au développement public française en disant les priorités de l'aide publique au développement française, parce que ce sont des problèmes de l'Afrique et de la planète, et que l'aide publique au développement va surtout vers l'Afrique, c'est de faire une croissance durable et une croissance verte, une double révolution verte, une révolution agricole et qui respecte l'environnement. Et c'est devenu, en fait, quand même, au jour le jour, pour une administration financière assez classique, c'est devenu quand même la règle de ses actions. Donc on peut changer individuellement les politiques. Pascal Canfin a pu le faire parce qu'il était ministre du Développement international. Je ne sais pas si on a pu le faire en France même. Mais au fond, si l'image que la France projette à l'étranger, c'est celle d'avoir le souci des intérêts de la planète, ça finira bien par revenir en boomerang. On verra bien. La conférence sur le climat, à mon avis, est un moment important en décembre 2015. Vous l'avez dit, l'homme politique ne peut pas tout faire, mais sur ce qu'il doit et peut faire, pour la transition écologique, tout le monde ou presque s'accorde pour la conduire. Oui, mais laquelle ? Et en effet, peu s'accordent sur l'amplitude et la répartition des efforts, des sacrifices et des opportunités que cette transition implique. Du coup, encore une fois, du point de vue du décideur politique, il y a des choix intellectuellement complexes, politiquement délicats. Pour vous, et à n'en choisir qu'un, quel est le meilleur allié du décideur ? Est-ce que c'est plus l'expertise socio-économique ou l'avis majoritaire ou encore l'intuition politique ? J'ai beaucoup d'admiration pour l'école polytechnique parce que je trouve que c'est quand même toujours une école de la gestion de la complexité, y compris dans les questions. Non, ce n'est pas une question d'intuition, si vous voulez. Si vous proposez aux gens dans un sondage, vous préféreriez sauver la planète ou pas, vous préféreriez vous occuper de vos enfants, vous préféreriez ouvrir la fenêtre et ne pas être comme à Pékin, incapable de voir l'immeuble d'en face, vous préféreriez qu'on arrête la production industrielle le temps des Jeux Olympiques pour faire croire qu'on peut respirer l'air autour des stades, si vous voulez. Vous auriez probablement quand même la même intuition partagée par tous qu'il n'y a pas trop de difficultés à différencier ce qui est bien de ce qui est mal. Donc je pense que on n'est pas sur le terrain de l'intuition. Moi, c'est peut-être parce que j'ai été formé comme enseignant, si vous voulez, je crois que ces choses s'apprennent. Je crois que ce qui aide les politiques à faire leur métier, c'est la connaissance. Je crois que si le GIEC n'avait pas eu le prix Nobel, ce serait moins bien. Je crois que si les physiciens qui vous disent on va faire de tels progrès en physique fondamentale qu'on va réussir à transporter l'énergie sans perte en ligne, donc ça c'est un sujet pour votre carrière, la supraconductivité va nous faire éliminer les pertes
en énergie. Et ils essayent de mettre, le prix Nobel Carlo Rubbia essaye de mettre ça, à travers une fondation, Partager le savoir, en œuvre dans les pays en développement les premiers, parce que c'est eux qui ont le plus besoin d'avoir de l'énergie efficacement. Ou des gens qui vous disent on va savoir, après quelques recherches fondamentales, quand même stocker l'énergie. Et quand on saura stocker l'énergie, on en produira beaucoup moins et on la produira tout à fait autrement, parce que du coup, les problèmes des énergies renouvelables intermittentes seront beaucoup mieux surmontés. Et au lieu que ça coûte extrêmement cher d'être respectueux de l'environnement, ça coûtera moins cher que de le détruire. Pour l'instant, malheureusement, le charbon, ça coûte moins cher que d'autres sources de production électrique, mais beaucoup moins cher. Et il y en a beaucoup plus. Et plus on en exploitera, moins ça coûtera cher. Et notre avenir immédiat, il est à la montée dans le mix énergétique du charbon. Mais la réponse, ce n'est pas l'intuition que le charbon, ça pollue quand on produit et ça pollue quand ça fait de l'électricité. Elle est dans la connaissance, dans le rassemblement des moyens, d'abord pour piéger le carbone quand on fait avec du charbon, mais pour se passer du charbon, pour se passer de ce qu'il y a le moins cher. Dans un continent qui n'a pas l'électricité, et même dans un monde qui n'a pas l'électricité, c'est impossible. Il n'y a pas de politique qui fera ça. Ayez en tête que le Fonds monétaire vient de publier une statistique sur qui accède en zone rurale à l'électricité en Afrique. Réponse, 4% de la population. Qu'est-ce que vous faites pour apprendre? Qu'est-ce que vous faites pour établir des chaînes de froid? Qu'est-ce que vous faites pour vous déplacer? Qu'est-ce que vous faites pour produire dans l'industrie et produire dans l'agriculture? Qu'est-ce que vous faites pour tirer de l'eau quand vous n'avez pas l'électricité? Et quand vous êtes 96% à ne pas avoir l'électricité. À ce moment-là, vous faites n'importe quoi, donc vous ouvrez des centrales au charbon. Il n'y a pas d'énergie, de la Chine, de l'Asie du Sud à l'Afrique, qui soit plus, jusqu'à l'annonce récente du président Obama, où il y aura peut-être une exception en Amérique du Nord, il n'y a pas d'énergie qui ait plus d'avenir aujourd'hui, quand vous regardez les projets qui sont en train de sortir de terre, que le charbon. C'est un paradoxe extraordinaire. C'est donc une question de connaissance. On a besoin de faire à toute vitesse les progrès scientifiques qui permettent de desserrer cette contrainte. Parce que, en France, en Allemagne, ce sont des débats politiques. L'Allemagne choisit le lignite et ferme le nucléaire. Je ne sais pas si c'est préféré Carib Dassila, mais c'est quand même pas idéal pour la planète. Bon. La France dit, comme je ne veux pas faire de charbon, d'ailleurs j'en ai plus beaucoup, j'ai fermé toutes les mines, au fond, je reste dans le nucléaire. Bon, attendez. Ça, ce sont des débats de luxe. Nous, notre problème en Afrique est un peu différent. Je n'ai pas l'électricité. Et donc, que vous me donniez du nucléaire, que vous me donniez du charbon, je prendrais dans un climat d'urgence ce que j'aurais de disponible. Et contre ça, il y a une seule chose, c'est d'accélérer l'innovation, le progrès. Pour démontrer que l'économie verte crée des emplois, il faut faire un effort de recherche qu'on ne fait pas. Et qu'on ne fait pas pour des raisons évidentes. C'est que pour que ça crée des grandes entreprises, il faut avoir fait les choix de la transition énergétique. Pour qu'Areva fasse surtout de l'éolien, il va falloir une évolution longue et qu'on ait fait des choix en faveur de l'éolien. Bon. Et donc les entreprises d'aujourd'hui, elles consacrent leur recherche et développement, leurs dépenses, leurs investissements à ce qu'elles savent faire, qui par définition est hérité du passé. Et pas principalement aux technologies nouvelles. Alors Total est sûrement le groupe qui fait le plus de recherche en énergie nouvelle, Suez aussi, mais enfin c'est peu de choses par rapport à leurs métiers principaux, qui sont dans les hydrocarbures fossiles. Donc vous avez là une quadrature du cercle. Donc vous avez besoin d'un effort important qui malheureusement doit être assez largement public, à mon avis, mais d'un effort important. Je crois que c'est la connaissance qui peut être l'allié du pouvoir politique plus que l'intuition. Et la demande sociale, elle est assez variée selon les pays. Il y a des pays où on ne peut pas se permettre la décroissance. C'est des pays où déjà, avec une croissance forte, on meurt de faim. Merci, vous répondez à ma troisième question du coup, et je passe la parole à Eric. En fait, la complexité de certaines questions
d'un étudiant de Polytechnique peut être aussi résolue par la complicité d'un président de PAI, qui n'est pas passé très très loin non plus de Polytechnique, si mes souvenirs sont bons, dans le parcours que je racontais tout à l'heure. Moi, je vais très très vite... Ils avaient omis de mettre des épreuves de latin grec, vous voyez, qui étaient un peu compliquées. Enfin, mathématiques, c'était plus compliqué. Selon vous, quand Le Monde, en 2009, quand vous prenez les rênes de PAI, titre « Le financier paradoxal », on comprend quoi derrière ce titre? D'abord, il y a une petite question que j'avais envie de poser à la rédactrice du Monde. Le plus paradoxal, en fait, c'est quand même que je sois africain. Et ça, c'est un peu dommage. Parce que le paradoxe, c'est pourquoi un Africain président du premier fonds d'investissement français. Comme je suis proche de prendre ma retraite, j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Merci, c'est gentil. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Mais le premier paradoxe, c'est quand même ça. Alors, celui-là, ils n'en ont pas parlé. Non, c'était dans la cohérence du monde. Les financiers sont des gens abominables. D'ailleurs, ils sont les causes principales de la crise dans laquelle on est. Dans l'investissement, ils sont pires que les autres, parce qu'ils n'ont en fait quand même qu'un but, c'est de faire le maximum de profit contre nature. Et pour ça, il n'y a pas d'autre solution que d'imposer des solutions contre nature. Par exemple, il faut faire le maximum de licenciements et de casse sociale et laisser les entreprises exsangues. Ce sentiment est partagé par beaucoup, pas seulement par le journal Le Monde. Je suis allé à l'école polytechnique il y a quelques semaines, quelques mois, et alors on note les conférenciers. Alors j'étais très content parce qu'on m'a dit vous pourrez revenir une année de plus parce que vous avez eu 81% de gens intéressés. Mais à la deuxième question, et je leur expliquais quel était mon métier de financier, a-t-il été convaincant? J'avais 20%. Donc, ce que je vous dis, en fait, la vision du monde, je suis sûr qu'en fait, vous la partagez majoritairement dans cette salle. Et moi, je ne crois pas que ce soit vrai. Et donc, comme dans ma vie, il se trouve que j'ai pu avoir des fonctions qu'on associerait plutôt à celles de quelqu'un qui serait de gauche, par exemple, ou bien que j'essaye de faire un peu mon devoir citoyen dans certaines circonstances, ils ont trouvé ça paradoxal. Pourquoi trouver un financier qui n'est pas purement comme ça un prédateur, ou bien il cache bien son jeu? Alors ils sont allés demander aux journalistes de Libération, au chef des syndicats. Bon, au moins à Libération, il a fait le plus de mal possible, rassurez-nous. Il a été assez gentil. Il a dit non, en fait, on a plutôt un bon souvenir. Il a plutôt dit quels étaient les problèmes d'entreprise, aider à les résoudre, mais en fait, la rédaction était assez attachée. J'ai lu ça avec surprise. Donc, vous voyez, ils sont allés voir toutes les autorités morales qu'ils pouvaient voir, y compris le SNJ, et ils ont dit non, on n'arrive pas à déceler les indices. Donc, je suis un financier prédateur, faisant un métier qui est quand même un métier bizarre, un sale métier. Mais alors, comme je le fais avec une candeur totale et avec l'impression qu'en plus, on peut faire progresser les entreprises, où je cache bien mon jeu, si vous voulez, où je suis vraiment dans une naïveté totale. C'est-à-dire, je ne comprends même pas ce que je fais. Voilà, c'est ça que ça voulait dire, paradoxal. Et vous êtes surtout africain. À ce propos, le président Hollande vous a confié la Fondation pour l'Afrique. Est-ce que vous pourriez, la direction, la présidence de la Fondation pour l'Afrique, est-ce que vous pourriez en quelques mots nous dire en quoi cela consiste et aujourd'hui où en êtes-vous, même si c'est très récent? Et puis vous parliez de la COP 2015, enfin la COP 21 en 2015 à Paris. Est-ce que d'ici là, justement, le continent africain, les Afriques seront peut-être différemment représentés qu'à d'autres COP? Et enfin, peut-être pourrions-nous et pourrons-nous mieux entendre leur voix commune, je l'espère en tous les cas. Alors, ma réponse, elle tient en un mot. Il faut que vous enleviez pour. Il n'y a pas de fondation pour l'Afrique. Ça, c'est terminé. Si vous voulez, ce n'est pas une fondation pour l'Afrique, c'est une fondation pour la France, une fondation pour l'Europe, une fondation pour tout le monde. Il faut bien voir que c'était longtemps une affirmation politique de dire
le discours du développement est un discours commun, solidaire. Tout le monde sur la planète est engagé dans le développement. Il n'y a pas les assistés et ceux qui assistent. Et donc, on ne fait pas de fondation pour l'Afrique, puisque l'Afrique ne vous demande rien. Voilà. C'est pour ça qu'on n'a pas mis pour, on ne mettra pas pour, je ne sais pas comment on va l'appeler définitivement, mais ce ne sera pas pour. Vous voyez, parce que la représentation du monde, c'est le nord et le sud. C'est un dessin de Plantus. Et au nord, vous avez des gens riches qui ont un cigare à la bouche. Ils sont au balcon. Au sud, en bas, il y a des gens. Ils sont quelque part dans l'eau, dans un marigot, comme ça. Il y en a qui passent la tête au-dessus de l'eau, c'est les émergents. C'est pour ça que moi, le mot d'émergent m'agace énormément. Vous ne pouvez voir des émergents que si vous êtes au-dessus et que vous vous demandez, est-ce qu'il y en a un qui va sortir la tête de l'eau? Bon. Et puis il y a nous qui n'avons même pas émergé, donc on est submergé et apparemment, peut-être qu'on existe encore, mais ça n'est pas sûr. Ça ne peut plus être ça. Et d'ailleurs, pour être bien sincère, là j'ai voyagé un tout petit peu ces derniers temps, et donc PAI va devoir planter des arbres, Blaise, parce que je n'ai pas pu le faire à pied, puisque je fais 20 000 km en Afrique la semaine dernière. Mais quand vous rentrez en France, vous vous dites, sur certains sujets, très peu, pas à Fontevraud, il faudrait peut-être qu'on fasse une fondation pour la France, parce qu'on a l'air d'avoir des problèmes. Donc, premièrement, il faut, je crois, garder l'idée qu'on va faire ensemble quelque chose. L'idée, c'était, et c'est très simplement, les secteurs privés, qu'ils soient en Afrique, qu'ils soient en France, ont une expérience. Le secteur associatif a une expérience. Moi, par définition, je suis obligé de croire que le secteur associatif et les fondations, ça existe. Et au passage, je voudrais juste dire une chose. Une fondation qui s'appelle la fondation Bill Gates est quand même fondamentalement la responsable, avec toutes les associations qui en ont, sur le terrain, relayé l'action. Du fait qu'il y a, aujourd'hui, sur le VIH-Sida, en Afrique, probablement plus de 15 millions de gens en traitement. Aucun État n'a fait ça. L'OMS n'a pas fait ça. Et il y a une bonne raison, c'est que ce qui consacre la Fondation Gates, c'est 2 fois le budget global de l'Organisation mondiale de la santé. Donc moi, je crois qu'il y a les secteurs privés. Il y a le secteur associatif qui va de choses très modestes. Nous, on est la catégorie modeste. Modeste, mais prétentieuse et narcissique. Donc c'est pour ça qu'on a appelé ça Fondation de notre nom éponyme. En se disant quand on sera grand, on sera Bill Gates. Mais pour l'instant, c'est vrai, c'est un tissu qui va d'ONG locales, au niveau du village, jusqu'à la Fondation Bill Gates. Et puis les collectivités locales, parce que souvent, elles ont des circuits d'accès aux collectivités locales des pays en développement qui sont tels qu'ils ne passent pas par les États. Et avec tout le respect que j'ai pour les États, on a quand même parfois l'impression que si ça va d'une région à une région, d'une ville à une ville, c'est un peu comme l'énergie. Il y a un peu de supraconductivité et on a l'impression que la proportion qui arrive sur le terrain des sommes allouées est un peu plus élevée. On ne peut pas dire, je crois, avec plus de gentillesse que tout le monde n'est pas forcément parangon de vertu et qu'il y a des gens qui ont une préférence pour la corruption, mais c'est rarement les maires. Vous voyez, c'est rarement le maire du village dans une commune du département des Collines au Bénin. Et là, en fait, c'est efficace. Et donc, l'idée, c'est, et si on prenait ces gens et qu'ils agissent en coalition d'acteurs? Parce que la croissance africaine, elle est très forte. Et les gens qui disent qu'elle n'est pas forte se trompent parce qu'en réalité, elle est plus forte que les chiffres qu'on donne, parce que les chiffres que l'on donne sont sous-estimés. Et chaque fois qu'on fait une mesure empirique, c'est toujours de la sous-estimation. Mais elle n'est pas inclusive. Elle n'est pas créatrice d'emplois. Pour des raisons qui sont des raisons très fortes. Et une chose que je pense, vous n'allez pas accepter, mais c'est quand même le cas, il se trouve que les secteurs qui demandent le plus de capital pour se développer sont
l'agriculture, l'énergie, le développement des accès à l'eau. Et en général, on m'oppose, non mais attendez, c'est parce que vous ne parlez pas de la petite agriculture familiale qui, elle, n'a pas besoin de capital. Et si, je parle de ça. Mais vous ne parlez quand même pas des prix des pompes à eau. Si, je parle des prix des pompes à eau. L'agriculture, c'est comme ça, elle consomme plus de capital que toutes les autres activités économiques. C'est-à-dire que quand vous passez de la houe à 2 bœufs et une charrue, et ça s'appelle du capital, il faut mettre de l'argent de côté, il faut le rembourser. Le passage de j'ai 1 hectare que je travaille avec la houe, je vais pouvoir en travailler 20 avec un attelage, c'est mobiliser du capital que naturellement je n'ai pas. Parce que quand je travaille mon hectare avec la houe, je n'ai pas d'épargne, je n'ai pas de surplus. Et donc, vous voyez, l'Afrique aujourd'hui est engagée dans un effort énorme. Il faut se nourrir, et elle y parvient mieux. Il faut enfin avoir l'électricité, il faut avoir des infrastructures, et il faut maîtriser l'eau avec une bonne partie de l'Afrique qui est en stress hydrique. Tout ça, ça demande du capital et ça ne crée pas d'emplois. Parce que ce qui crée des emplois, c'est les services et l'industrie manufacturière. Et donc, on est dans une panne sociale qui est assez sérieuse et qui va durer un certain temps. Et si on ne fait pas des efforts ensemble, que les États ne savent pas faire, que les associations savent faire, que les entreprises savent faire, que les villes savent faire, si on ne fait pas ensemble des efforts très particuliers, très déterministes, très volontaristes, la croissance en Afrique sera très élevée, le chômage sera de plus en plus élevé et la confrontation des deux sera une Afrique extraordinairement troublée. C'est pour ça que si on faisait quelques coalitions d'acteurs et qu'on les mette dans une fondation, on donnerait pas des solutions mais une direction. Merci. Je vais passer la parole au public. Si vous avez des questions, bien sûr, elles sont les bienvenues. Donc les mains se lèvent. Est-ce que l'on peut faire passer les micros, s'il vous plaît, au premier rang. Et nous avons 10 minutes, pas plus. Et nous terminerons à 16h30 pour la séance plénière 2. Merci aux acteurs de la séance plénière 2 de patienter. Merci. Là, le micro, s'il vous plaît. Bonjour. Benjamin Gangan, responsable partenariat et développement de l'association Oser l'Afrique. Monsieur Zinsou, merci déjà pour cette présentation pleine de paradoxes qui nous rendent heureux aussi d'entendre un autre son sur l'Afrique. Vous avez osé l'Afrique, au moins vous, c'est bien. Alors, le thème de cette conférence, c'était le temps du choix. Et l'Afrique, qui a été the hopeless continent à une certaine époque, devient un continent auquel on demande aujourd'hui de faire plusieurs révolutions. Révolution industrielle, révolution numérique, agricole, démocratique, écologique. À votre sens, si elle devait faire un choix, lequel devrait-il être et pourquoi? Merci. Je crois que le politique, là, pour le coup, l'emporte. Je pense que le développement d'une opinion publique, le développement de la citoyenneté crée les conditions nationales de pouvoir faire ensuite des choix dans l'intérêt de la majorité. Et donc, les révolutions institutionnelles, les révolutions de la gouvernance, les révolutions des droits de l'homme me paraissent assez naturellement premières. Cela dit, une chose que ne voient pas les Occidentaux, c'est que l'Afrique change très vite, au sens où elle change plus vite que jamais personne n'a changé. Jamais. Ça n'est jamais arrivé. Donc évidemment, on va devoir faire tout en même temps. Mais c'est en train de se faire, là, c'est sous vos yeux. Donc on va faire en même temps une révolution verte, une révolution doublement verte, une révolution industrielle. On va le faire. C'est comme ça. Parce qu'on le fait. Ça fait 20 ans qu'on le fait. Et ça, vous savez, les Occidentaux ont commencé par le déni de la croissance de l'Afrique. Ensuite, ils ont inventé qu'elle ne serait pas durable. Pas très durable, ça fait 15 ans que ça dure. Ensuite, ils ont inventé que oui, c'était à cause des matières premières. Vous avez trouvé la solution. Les matières premières sont devenues chères. L'Afrique produit des matières premières et elle est devenue riche et elle n'y est pour rien. Bon,
Ça fait 5 ans que le prix des matières premières ne contribue plus à la croissance. Ça fait 2 ans, depuis la récession européenne, que les matières premières sont des facteurs négatifs de la croissance africaine parce que leur prix baisse, parce que la demande mondiale a fléchi. Et maintenant, on nie la vitesse des transformations, mais aussi parce que c'est dans nos traditions. Si vous demandez à un berger peul où est la prochaine ville, est-ce que c'est loin parce que vous êtes en train de marcher, il dira mais non, c'est pas loin, c'est tout près. Bon, c'est à 4 jours de marche en fait. Mais 4 jours de marche, quand vous êtes un berger peul, c'est un temps normal. Vous, ça vous paraît un peu long. Bon, donc on a comme ça cette impression qu'avait au plus haut point le président de la République française en 2007 à Dakar, que nous étions immobiles sous la voûte céleste. Le paysan qui n'est pas entré dans l'histoire. C'est bien parce que du coup on n'a pas à faire de choix. Bon, alors, comme vous savez, tous les paysans du Sahel, d'où il parlait, sont maintenant avec leur smartphone en poche à regarder l'évolution du cours du coton. Avant, ils regardaient le cours du coton à Chicago. Enfin, maintenant, il faut regarder le cours du coton à Shanghai. Le monde change. Quand vous êtes un paysan sénégalais ou malien, avec votre smartphone, vous regardez, est-ce que je vais stocker mon coton ou est-ce que je vais le vendre? Donc on est immobile, mais quand même, vous voyez, on piétine, mais on fait quand même beaucoup de choses au total. Parce que pour faire ça, il faut qu'en effet, vous ayez mobilisé un peu de capital pour acheter vos 2 bœufs et votre charrue monosoc. Il faut en effet que vous ayez appartenu à un groupe de cotonculteurs. Il faut en effet que vous ayez travaillé avec une ONG sur l'agriculture raisonnée pour augmenter vos rendements de coton sans augmenter vos pesticides et sans nécessairement recourir aux OGM. Il faut que vous ayez quand même un smartphone. Donc, il faut quand même d'une façon ou d'une autre que vous soyez rentré dans un système d'échange monétaire. Et puis, il faut que vous ayez été un peu alphabétisé, parce qu'il faut savoir que Chicago décline et que Shanghai progresse. Donc ça s'apprend à l'école primaire. Donc, on est immobile, comme disait Henri Guénaud, enfin, comme disait sur un texte d'Henri Guénaud, un président de la République française, on est immobile sous la voûte. Mais enfin, c'est compatible quand même avec une certaine activité, vous voyez. Donc je pense que, oui, le politique est peut-être le plus important, la démocratie, c'est peut-être la condition de tout le reste, mais on fait tout en même temps. C'est pour ça qu'il y a une certaine impression de désordre aussi. Merci. On va en rester là. Je ne prendrai pas d'autres questions. Je libère évidemment l'estrade. Merci Lionel. Je pense qu'on peut applaudir monsieur. Voilà.